Bonjour, merci Karine. On va revoir ensemble les neuronopathies sensitives héréditaires. Nous allons parler essentiellement des gènes déjà connus. On va surtout approfondir un peu plus les nouveaux concepts qu'on connaît maintenant depuis 10 ans et qui continuent d'évoluer. Comme vous le savez, la neuronopathie sensitive, c'est l'atteinte du ganglion rachidien. Ça a été découvert il y a 70 ans maintenant par Denis Brown chez 2 patients en post-mortem avec un carcinome bronchique. Heureusement, en tout cas, voilà, on a maintenant des critères diagnostiques qu'on utilise, des critères qui sont à la fois cliniques, avec l'importance sur l'ataxie, l'importance de l'atteinte sensitive des membres supérieurs, et surtout, en fait, des critères électrophysiologiques, avec une atteinte essentiellement sensitive, qui touche les membres supérieurs de façon aussi sévère, au moins, que les membres inférieurs, avec presque pas ou très peu d'anomalies motrices. Ces critères diagnostiques ont été validés sur une cohorte française et qui ont une très bonne sensibilité. Alors, hormis la clinique, l'EMG, est-ce qu'il y a d'autres outils diagnostiques ? Oui, l'IRM médulaire notamment, ça peut nous aider dans le diagnostic. On peut voir cet hypersignal cordonal postérieur qui est plutôt secondaire à la dégénérescence et notamment dans les tableaux plutôt chroniques, comme dans ce papier où ils décrivent 16 patients ayant une neuronopathie chronique sensitive et chez 13 des 16 patients, ils avaient un hypersignal cordonal postérieur. Toujours dans l'imagerie, mais avec des moyens un peu plus sympas. Je remercie le docteur Christophe Van den Ries pour les photos, où vous voyez ici en fait l'IRM plexique et des ganglions rachidiens d'un patient ayant une neuronopathie sensitive chronique qui sont atrophiés par rapport à l'aspect un peu plus globuleux chez la personne saine. Alors, c'est toujours l'atteinte du ganglion sensitif rachidien. Les causes sont très hétérogènes. Ça va des causes dysimmunes, acquises, toxiques, jusqu'aux causes hérédodégénératives constitutionnelles. Et finalement, dans notre enquête diagnostique, voilà, quels sont les marqueurs qui vont nous aider et surtout en fait, nous pousser à faire notre bilan de façon plus ou moins rapide. Comme vous le savez, dans les neuronopathies paranéoplasiques, il y a un traitement à la clé. C'est surtout le mode d'évolution des symptômes et le mode d'apparition des symptômes, avec la forme un peu progressive, très lente, qui évoque très fortement une cause héréditaire, ou encore, en tout cas, il y a encore les causes idiopathiques, qui diminuent de plus en plus parce qu'on connaît de plus en plus la génétique, et contrairement aux formes aiguës ou subaiguës, qui sont douloureuses, où on retrouve dans 64% une cause paranéoplasique ou toxique. On ne va pas survoler tout ça, évidemment. Dans les formes génétiques, je vais parler un peu plus des nouveaux concepts. 2 mots sur certains aspects qui sont plutôt intéressants. Par exemple, dans les ataxies spinocérébelleuses de type 3, quand les généticiens nous adressent un patient en EMG en disant voilà, on fait un EMG pour essayer d'aider l'enquête diagnostique, l'EMG aide beaucoup. En fait, c'est ce tableau d'ataxie quand même très sévère qui est vraiment au premier plan, avec l'atrophie cérébelleuse, l'atrophie du tronc cérébral et sur l'électromyogramme, une neuronopathie sensitive assez sévère. Des patients qui ont par ailleurs un syndrome parkinsonien, ils peuvent avoir également une dysautonomie. C'est un diagnostic d'ailleurs différentiel de la MSA. Pareil pour le FIXTAS, un papier de 2012 d'Emmanuel Apartis qui dit que voilà, 56 patients des FIXTAS, c'est cette prémutation du gène FMR1 avec des patients qui ont une petite atteinte cérébelleuse, un petit tremblement, et en fait 56 patients de ces patients ont une neuronopathie sensitive qui le plus souvent est associée à quelques anomalies motrices à l'électromyogramme. 2 mots, on ne va pas trop tarder sur la maladie de Friedreich. Oui, ça nous concerne. Ça ne concerne pas seulement les généticiens, parce que dans les late onset Friedreich, c'est ces Friedreich dont le début d'évolution débute après 25 ans. Il est vrai, en fait, que ces patients, ils ont beaucoup moins les autres symptômes, ils ont beaucoup moins les déformations ostéo-articulaires, ils ont beaucoup moins l'atteinte motrice. Et en fait, la porte d'entrée peut tout à fait être le neurologue de ville, le neurologue hospitalier et surtout l'électromyogramme, d'autant plus qu'il y a très peu d'atrophie cérébelleuse sur l'IRM cérébral. Pareil, 2 mots pour le gène POLG.
C'est ce gène nucléaire qui code pour le maintien de l'ADN mitochondrial. On voit dans ce travail de Maya Chiviladze à la Salpêtrière, en fait, vous voyez ici avec les patients au fur et à mesure de l'âge, après 50 ans, et en fait, quasiment presque tous les patients ayant une mutation POLG, ça va jusqu'à 94%, développent une neuronopathie essentiellement sensitive. Et puis après, les éléments clés qui peuvent nous aider dans la démarche diagnostique, c'est la présence, vous voyez ici, jusqu'à 80% des patients qui ont également une ophtalmoplégie. Et ça, c'est un élément d'orientation à l'examen clinique et après l'électromyogramme. Alors, on a parlé essentiellement de ces gènes, déjà connus, que vous connaissez, mais il y a également des concepts qui évoluent maintenant depuis un peu plus de 10 ans. En 2005, ce beau papier, on est tous très contents quand on le voit, en fait une description de deux grandes familles, sur 3 générations, comme vous voyez dans la grande famille, avec essentiellement une neuropathie sensitive, mais là, cette neuropathie sensitive, elle est associée à 2 autres symptômes. D'une part, un reflux gastro-œsophagien qui est décrit chez les patients ou chez les apparentés à un âge vraiment adulte jeune, vers l'âge de 20 ans, un reflux qui est résistant au traitement et qui traîne jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est l'âge à partir duquel il commence à développer la neuropathie sensitive. Et puis, une toux chronique très particulière dont on va parler, voilà, avec une certaine hétérogénéité au sein des membres de la même famille. Alors, ça a été localisé au chromosome 3 en 2005 et 13 ans après, on n'a toujours pas de gène. Ça a été classé initialement dans les HSAN, mais il est vrai que ces tableaux sont très différents des HSAN où il n'y a pas le tableau très sévère, mutilant, etc. Alors parlons de cette toux chronique, comment on l'interprète? Oui, cette toux, elle est associée à la neuronopathie. Et c'est une atteinte c'est une atteinte du nerf vague, d'une façon ou d'une autre. Ça survient par des quintes de toux sur certains stimuli assez particuliers. En fait, parfois on questionne les patients et parfois d'eux-mêmes ils le disent. Certaines odeurs, les odeurs de parfum, de cigarettes, même l'air frais un peu. Et puis après, il y a, comme dit Thierry, le signe un peu du coton-tige, c'est la stimulation du conduit auditif qui peut déclencher ces quintes de toux qui peuvent aller être vraiment très asphyxiantes, avec à la fin un peu une petite voix un peu dysphonique, un peu hypophonique qui survient un peu à la fin. Alors, cette toux, en fait, elle est associée à cette neuronopathie, et justement, ce qui nous aide à dire que cette neuronopathie, elle est constitutionnelle, c'est que cette toux, elle évolue depuis l'âge de 20 ans, alors que les patients commencent à consulter vers l'âge de 55 ans, avec très peu d'handicap, en tout cas. Il y a quelques traitements qui ont été essayés et qui n'étaient pas vraiment efficaces, comme la gabapentine, la prégabaline, les tricycliques, etc., mais ce n'est pas vraiment très efficace. Alors, cette toux chronique, elle n'est pas spécifique, en tout cas, à cette entité de neuronopathie et toux chronique. Comme vous voyez, 2 papiers, une mutation P0 publiée en 2004, d'une grande famille ayant également une toux chronique, et puis après, cette famille japonaise, dont le gène n'est pas identifié, une famille qui a à la fois une double neuronopathie, une neuronopathie sensitive, mais également une neuronopathie motrice, que spinale mais pas bulbaire, avec une atteinte proximale, notamment des membres inférieurs, et qui ont également une toux chronique. Alors, ce qui renvoie un peu plus vers, pour consolider que le fait que cette toux, elle est effectivement, c'est l'atteinte un peu vagale, c'est ce qu'on pense. Alors, un autre concept qui évolue également maintenant depuis 10 ans et notamment une accentuation depuis les 4 dernières années. En 2004, les Australiens ont décrit un tableau initialement plutôt d'ataxie, en tout cas un tableau cérébelleux, associé à ce qu'on appelle une aréflexie vestibulaire. C'est la perte du réflexe vestibulo-oculaire, comme vous voyez ici. En fait, c'est des patients qui ont un nystagmus, qui ont une poursuite saccadée et qui, lors de mouvements de rotation passive de la tête, ils ont une poursuite un peu saccadée des yeux. C'est ce qu'on appelle la réflexie vestibulaire. C'était 4 patients en 2004. Ils avaient noté sur l'article Princeps que 3 des 4 patients avaient une neuropathie, mais ce n'était pas inclus dans la définition syndromique du Canvas.
On a attendu jusqu'en 2011, où là, c'est toujours la même équipe, australienne et également néo-zélandaise, 18 patients, avec également, en fait, c'est des tableaux qui ne sont pas vraiment sévères sur le plan cérébelleux, même si ça s'appelle ataxie cérébelleuse. Il y a une petite atrophie vernienne, et puis après, chez les 18 patients, on a mis le point que non, en fait, ces patients, ils ont tous une neuropathie sensitive, et ils ont proposé à partir de là que voilà, cette ataxie cérébelleuse associée à cette vestibulopathie, qu'on inclut également l'atteinte sensitive. C'est des patients qui avaient 60 ans à peu près, qui ont une durée d'évolution quand même lente, 13 ans, et ils avaient décrit plutôt des patients qui avaient besoin d'un appui à la marche. Alors, et ça s'est transformé en canvas avec la triade de la réflexie vestibulaire, de cette atrophie vernienne et de la neuronopathie sensitive. Alors, toujours dans ce concept, cette neuropathie sensitive, on a pu confirmer, toujours la même équipe, que c'est une atteinte, c'est une vraie neuronopathie, c'est une atteinte du ganglion sensitif rachidien sur des études post-mortem, où ils ont pu également dire, ben voilà, il y a une atteinte coordonale postérieure secondaire, il y a une atteinte qu'on voit, c'est assez joli en fait, une atrophie du nerf vestibulaire, mais avec une bonne trophicité du nerf cochléaire, une atteinte également du 5 et du 7. Il n'y avait pas d'éléments ou d'inclusion ou d'autres choses sur ce qu'ils ont décrit en 2014. Toujours un peu plus loin, on décrit 88 patients, où là, cette fois-ci, on dit, bah, sur ces 88 patients, il y a 13 cas dont la présentation est familiale, ou bien au sein de la même fratrie, ou bien sur différentes générations. Alors, à cette triade qu'on a déjà dit, la réflexie, la petite atteinte vernienne cérébelleuse et la neuronopathie, il parle maintenant de la toux chronique qui, comme dans le tableau décrit initialement dans Brain, cette toux chronique qui précède les symptômes, qui apparaît vraiment à l'âge adulte jeune vers 20 ans, alors que les symptômes débutent vers l'âge de 50 ans, et en fait, c'est toujours la même toux, par quinte de toux, voilà, presque avec la dysphonie, une voix rauque à la fin, etc. Et puis après, pour compléter le tableau, on a dit, ben voilà, il se peut qu'ils aient également la toux chronique. Et puis après, ces deux papiers, en fait, un papier, une réponse dans Brain, il y a quelques années, il y a 4 ans, en 2014, on dit, il y a également une dysautonomie chez les patients Canvas. Et cette dysautonomie, au moins, en fait, presque 100% sur une série de 27 patients, ils avaient au moins un signe de dysautonomie. Et cette dysautonomie portait surtout, en fait, sur les troubles vésico-sphinctériens, les troubles digestifs, voilà, classiques, des troubles érectiles, une hypotension orthostatique. Alors vous voyez, c'est des tableaux qui peuvent mimer parfois des MSA, sauf qu'ils ne sont pas avec le cervelet et la dysautonomie, sauf qu'il y a une neuronopathie sensitive à l'EMG, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas de la MSA, et en tout cas dans les cas de Canvas décrits, il n'y a pas de syndrome parkinsonien. Alors, je vous ai dit, voilà, 88 patients, essentiellement sporadiques, mais il y a également des cas familiaux. Est-ce que c'est une entité génétique? Mais on ne sait pas. Depuis le temps, en tout cas, ils ont une grosse cohorte quand même, les collègues. Il n'y a pas de gène qui a été identifié. Les gènes, ils ont recensé les gènes classiques, un peu d'ataxie cérébelleuse, avec expansion de triplé. Ils ont fait Friedreich, tout ça, c'est négatif. Est-ce que c'est une transmission autosomique dominante, avec une pénétrance variable, puisqu'il y a différentes générations? Est-ce que c'est récessif? Là, en 2018, il y a voilà, une famille qui a été décrite avec un tableau de Canvas avec une mutation faux sens dans le gène ELF2, où il confirme comme quoi, en fait, voilà, cette mutation fait en sorte qu'il y a une surexpression ou une sous-expression de deux gènes impliqués dans des gènes d'ataxie cérébelleuse, les SCA2 et SCA38. Alors, avec tout ça, en tout cas de façon parallèle sur le groupe, c'est un travail qui a été mené entre le service d'électrophysiologie avec essentiellement Tania et Thierry et le service de neurogénétique avec Alexandra Dur. Alors on s'est rejoint entre les deux départements avec des patients avec deux portes d'entrée ou bien une porte d'entrée périphérique, c'est des patients qui sont adressés en EMG, ben voilà, ou bien
une première consultation ou adressés pour un deuxième avis pour une neuronopathie sensitive, ou bien des patients dont la porte d'entrée était l'ataxie, adressés en génétique, et lors des explorations, ils avaient une neuronopathie sensitive. Alors, il y a plus de patients, mais ceux pour lesquels on a un peu plus d'éléments bien décrits, etc., pour lesquels on a des éléments, en tout cas du matériel génétique, il y a 77 patients. Presque moitié, vous voyez, où on arrive quand même avec un interrogatoire un peu poussé à retrouver une notion chez la fratrie ou chez d'autres membres de la famille. La moitié avec une présentation sporadique. Alors, comment ils se présentent, ces patients ? Le trouble inaugural, c'est essentiellement, en fait, c'est ou bien les troubles sensitifs qui sont jamais très douloureux, c'est plutôt paresthésie, un peu engourdissement, un peu de gêne, etc. Ça peut être un peu la sphère péribuccale. Puis après, l'ataxie vient dans un deuxième temps, ou bien l'ataxie comme symptôme inaugural, que ça soit une ataxie proprioceptive ou cérébelleuse, avec toutes les difficultés de faire un peu la part des deux. Ces patients, alors nous on les voit sur une moyenne d'âge dont le début moyenne de début d'âge de 53 ans, dont on avait 13 ans d'évolution des symptômes, et c'est des patients qui n'ont pas une pathologie, c'est pas l'ataxie sévère que l'on peut voir habituellement en génétique. Les signes sensitifs décrits, en fait, ce qui est particulier, ce sont des patients qui gardent et qui préservent leurs réflexes. Même parfois chez des patients, ils ont des réflexes un peu vifs. Il n'y a pas de déformation ostéo-articulaire comme ce que l'on voit dans les CMT un peu classiques. Alors, sur une échelle d'handicap qui va de 0 complètement asymptomatique à 7 patients confinés au lit. Ces patients, ils avaient une moyenne de 3, c'est-à-dire ils avaient un déséquilibre, en tout cas un examen anormal et un déséquilibre à la marche, mais ils n'avaient pas besoin d'appui 13 ans après le début de l'évolution. Et ils avaient un score d'ataxie de 12 sur 40. Alors sur ces patients, il y avait un peu plus de la moitié de nos patients qui avaient cette toux chronique très pathognomonique. Quand on est en EMG, parfois on fait le diagnostic, les patients quand ils sont en salle d'attente, on les entend tousser et puis après on sait qu'on va tomber sur une neuronopathie sensitive. Voilà, il y a chez certains patients, il y a une dysautonomie. On a 5 patients qui ont également un syndrome parkinsonien un peu particulier avec une dysautonomie, cette neuronopathie, cette aréflexie vestibulaire. Et quand on a pu rechercher l'atrophie vermienne, elle était présente que chez 19 patients, en sachant que toute la cohorte n'avait pas eu d'imagerie cérébrale. Et il y avait également un grand pourcentage, comme pour la toux chronique, qui avait un reflux. Finalement, on a essayé de grouper ces patients. Est-ce que c'est des patients, ce sont des Canvas, c'est l'équivalent du Canvas? Est-ce que c'est l'équivalent de ce qui était décrit en 2005 par Brain? En fait, c'est un peu un mélange un peu des deux, mais on peut globalement différencier des patients qui sont très peu sévères, presque pas symptomatiques, qui viennent en EMG, qui sont plutôt purs, avec des patients qui sont un peu plus riches, dont la porte d'entrée vient plutôt de la génétique, qui sont un peu plus cérébelleux, un peu d'autres éléments extra-neurologiques. Pardon. Alors, je vous montre un peu juste 3 familles. Vous voyez en fait sur différentes générations, c'est une famille française mais qui habite en Tunisie, mais dont la mère, le père, ça vient la mère, pardon, la transmission vient de la mère, elle est française. Voilà, c'est un tableau de neuronopathie, d'une petite atteinte cérébelleuse, de cette toux chronique. Quand même une grande famille prélevée ici avec des personnes atteintes et non atteintes. Une autre famille, c'est toujours la même présentation, 50-55 ans le début, la toux chronique vers 20 ans, très peu d'évolution, très peu de handicap. Il y a une analyse génétique qui est actuellement en cours. Il y a des résultats préliminaires qui sont intéressants, mais en tout cas, notre impression à ce jour, c'est que ce qui explique un peu le fait qu'il n'y ait toujours pas de gène, c'est en fait, il n'y a pas un seul gène, c'est très probablement différents gènes qui sont impliqués dans ces tableaux et qui peuvent se présenter différemment. Je remercie l'équipe de neurogénétique, l'équipe d'Alexandra Dur et les collègues du service de neurophysiologie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être la place pour une question. Il y en a une. Je vois pas. Oui. Je vois pas qui c'est. Ah, c'est Jean-Christophe Antoine.
Merci. Vous insistez beaucoup sur la toux chronique. Oui, vous insistez beaucoup sur la toux chronique. Pour en faire un argument pour une origine, disons, génétique, alors que tous les cas ne sont pas automatiquement génétiques. Je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas spécifique, à mon avis, des formes génétiques ou héréditaires de neuronopathie sensitive. On l'observe aussi dans les formes acquises et notamment dans les formes inflammatoires. Quand on interroge bien les patients qui ont par exemple des Gougerot et des ganglionopathies sensitives, il n'est pas rare qu'ils rapportent des toux chroniques avec exactement le même symptôme déclenché par la déglutition ou par le fait de se nettoyer l'oreille. Il n'est pas étonnant que dans une ganglionopathie sensitive, même acquise, on puisse avoir une atteinte du 9 et donc une perturbation du réflexe 9-10. À la différence des patients génétiques, c'est que cette toux, elle est contemporaine de l'installation de la neuronopathie sensitive. Elle n'est pas précessive par rapport au cas que vous rapportez. Oui, en fait, effectivement, c'est ce que je dis, en fait, sur les présentations qui ont été décrites, et puis après les différentes mutations, puisqu'on voit qu'il est très hétérogène. Mais il est vrai qu'on la voit beaucoup plus rarement dans les formes un peu dysimmunes, acquises. Nous, on a une patiente qui a une maladie cœliaque, qui a une neuronopathie un peu asymétrique, elle est jeune. Il est vrai aussi que sa toux a évolué plusieurs années avant. Après, c'est une toux un peu de déafférentation vagale qui n'est pas spécifique, ça c'est sûr, tout à fait. Juste pour ajouter un commentaire, parce que... Oui, bien sûr. Mais c'est tout à fait ce que tu as dit, mais je suis d'accord avec Jean. Pour la petite anecdote, on a eu 2-3 patients aussi où il y avait Sjögren en plus, et en fait, finalement, ça s'est avéré quand même plutôt la toux. Où tu as raison, Jean-Christophe, c'est pas du tout spécifique, mais spontanément, ou souvent à l'interrogatoire, tu as tout de suite le fait que les patients te rapportent des quintes de toux, mais depuis 15 ans, 20 ans, bien précédents, et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait clair dans toutes ces familles, et tous ces cas sporadiques. C'est vraiment un élément. Et quand tu analyses bien la quinte de toux, tu arrives à trouver des tout petites sémiologies que Rabab a décelées, mais c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vraiment précisé. Et c'est toujours très, très, très avant. Bien, merci. Merci.